Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre pour cet acte 4 du cycle de conférences TRIS consacré à la taxonomie, avec aujourd'hui un sujet, je dirais, bien connu, qui est celui de l'économie circulaire, mais dont les liens avec la taxonomie ne sont peut-être pas évidents pour tout le monde. Alors, j'ai la chance aujourd'hui d'accueillir deux intervenants du réseau TRIS de grande qualité, comme tous les membres du réseau, encore mieux. Olivier Même, qui est fondateur de Real Quality Rating, qui est donc spécialiste de l'immobilier durable, et Zimmer, qui est docteur en hydrologie et qui est directeur innovation chez Climate Kick, qui nous parlera un peu de ce qu'est la Kick Climat et de la manière dont son travail s'inscrit dans le sujet qui nous occupe aujourd'hui. Alors, avant de leur donner la parole, si vous m'y autorisez, je vais procéder à un petit rappel du point de droit, puisque nous commençons toutes nos conférences TRIS de cette manière. Donc, je vais faire un petit résumé de la note que vous trouverez à disposition sur notre site et qui est téléchargeable aujourd'hui. Alors, vous savez, nous l'avons déjà rappelé à de nombreuses reprises, qu'il y a 6 objectifs environnementaux dans la taxonomie telle qu'elle est définie par le règlement du 18 juin 2020. Parmi ces 6 objectifs figure l'économie circulaire. Vous savez aussi que tous ces objectifs environnementaux sont définis à la fois d'une manière positive et d'une manière négative. Je m'explique. Ils sont définis d'une manière positive, c'est-à-dire que pour être durable, une activité ou un investissement doit s'intégrer dans un de ces objectifs. Donc, dans l'économie circulaire, il doit s'intégrer dans l'économie circulaire. Ça doit être une activité qui favorise l'économie circulaire. Mais il y a également un aspect, je dirais, négatif, puisque pour être durable, un investissement non seulement doit s'inscrire dans une des 6 catégories, mais ne doit pas nuire aux 5 autres. Autrement dit, il y a une vision en creux, en quelque sorte, de l'économie circulaire qui fait qu'un investissement fait dans le domaine de la lutte contre le dérèglement climatique ou l'adaptation au dérèglement climatique peut n'être pas vertueux, ne peut n'être pas durable s'il porte atteinte de manière importante à l'économie circulaire. Donc, on a cette double vision. Alors, je renverrai sur les définitions de base, d'une part à l'article 12 du règlement de 2020, 10 juin 2020, qui définit en 10 points, 12 points, ce que peut être la contribution substantielle à la transition vers une économie circulaire. Alors, ça peut être l'utilisation de ressources naturelles, ça peut être l'augmentation de la durabilité, de l'évolutivité, de la réutilisabilité des produits, ça peut être la recyclabilité, ça peut être la réduction en teneur dangereuse ou le remplacement de substances dangereuses, dans la prolongation de l'utilisation de produits, dans l'accroissement de l'utilisation de matières premières secondaires, c'est-à-dire de matières premières issues d'une première utilisation, dans la prévention et la réduction de la production de déchets, dans l'amélioration de la préparation des réemplois et du recyclage des déchets, dans l'accélération du développement des infrastructures de gestion de déchets, dans la réduction au minimum de l'incinération et dans l'évitement de la réduction des dépôts et déchets. Autrement dit, économie circulaire, c'est un gros volet déchets, parler simple, et c'est un gros volet production, c'est-à-dire amélioration dans la fabrication du produit, parce que Daniel nous en parlera de manière beaucoup plus savante que moi-même, et durabilité du dit produit. Alors ensuite,
Deuxième aspect négatif, article 17 du même règlement, qui définit les préjudices importants causés aux objectifs environnementaux et qui explique ce qu'il faut entendre par préjudice important causé à l'objectif environnemental de l'économie circulaire. Donc, je renvoie à ma note sur ce point. Le règlement prévoit la sortie de ce que l'on appelle des actes délégués, qui sont donc des documents qui vont préciser les critères techniques, et ces actes délégués devaient normalement sortir avant le 1er janvier 2022. Manque de peau, ils ne sont pas encore sortis en ce qui concerne l'économie circulaire. L'acte délégué qui est sorti concerne le climat, c'est-à-dire lutte contre dérèglement et adaptation, mais nous n'avons pas encore l'acte délégué pour l'économie circulaire, donc il faudra attendre un petit peu pour avoir les critères techniques. Cependant, nous avons une petite idée de ce que pourraient être ces critères techniques, et cette petite idée, elle résulte de la communication du 11 mars 2020, faite par la Commission, qui définit un cadre d'action pour les produits durables. Alors, qu'est-ce que c'est que ce plan? Alors, vous trouverez le détail dans la note, je ne veux pas être trop longue et laisser à mes collègues le temps nécessaire à leur intervention, mais ce plan définit les composantes du principe de durabilité. C'est quoi le principe de durabilité? Donc, c'est en fait un peu ce qui figure déjà dans l'article que j'ai cité tout à l'heure, c'est-à-dire l'amélioration de la durabilité, de la réutilisabilité, de l'évolutivité et de la réparabilité. C'est le contrôle des substances chimiques dangereuses, c'est le renforcement de l'efficacité des produits, de l'augmentation en teneur de matières recyclées, de la réduction de l'empreinte carbone et environnementale, de l'interdiction des usages uniques et de l'obsolescence programmée, de l'interdiction de destruction de marchandises durables invendues et de la promotion de ce qu'on appelle l'économie de fonctionnalité, c'est-à-dire faire en sorte que plutôt que de vendre un produit, on vend un service qui utilise le dit produit. Et donc, vous avez, dans ce plan européen pour l'économie circulaire, toute une série de grands principes dont je pense qu'ils se retrouveront dans l'acte délégué, mais qui permettent déjà d'avoir une idée assez précise de ce qu'il y aura dedans. J'ajouterai aux éléments que je viens de citer la capacité donnée aux consommateurs et aux acheteurs de mieux choisir, la circularité dans les processus de production et l'amélioration des produits au niveau de la chaîne de valeur. Et là, il y a un certain nombre de produits qui sont visés, les emballages, les matières plastiques, les textiles, construction et bâtiments, donc Olivier, je pense, nous en parlera, denrées alimentaires, eau et nutriments. Donc, ce sont les grandes catégories qui sont visées en tant que produits, si je puis dire, qui figurent dans ce plan et qui donc très probablement se retrouveront dans l'acte délégué. S'y ajoute la réduction de la place des déchets et leur transformation en valeur. Donc ça, c'est tous les textes que nous connaissons d'ores et déjà qui ont commencé à intervenir sur la création d'une matière première secondaire et sur l'éco-conception qui vise précisément à faire en sorte que toute matière utilisée puisse être réutilisée une deuxième fois. Voilà à peu près où nous en sommes, donc je ne veux pas aller au-delà du temps qui m'était imparti, simplement ce petit résumé réglementaire pour indiquer que nous attendons donc l'acte délégué que j'ai cherché à avoir en consultation, mais qui n'est pas encore mis en consultation, donc on ne l'a pas encore, mais qui inscrit bien dans une nouvelle conception en réalité des produits quels qu'ils soient, mobiliers et immobiliers,
nos conceptions de manière à ce que les matières puissent être réutilisées le plus longtemps possible. Et je dirais que dans le contexte que nous connaissons actuellement, où on voit le drame de la dépendance pour nos pays, eh bien, le fait de disposer de gisements considérables de matières premières secondaires est incontestablement une richesse pour nos entreprises et pour nous-mêmes. Voilà, j'en aurais terminé avec ce point de droit et je passe donc la parole pour un quart d'heure à Olivier Meige. Merci Corinne. Très bien, donc moi je vais aborder la question de la taxonomie et de l'économie circulaire du point de vue de l'immobilier et plus particulièrement du point de vue de l'investissement immobilier. Donc comme Corinne l'a signalé, les activités de construction et de gestion des actifs immobiliers font partie des activités éligibles, c'est-à-dire concernées par la taxonomie européenne. Donc il y a des critères qui ont commencé à être définis, qui sont en cours d'être précisés. Donc il y a des KPI, donc c'est les Key Performance Indicators, qui sont définis à l'article 8 de la directive et qui donc précise la nature des critères sur lesquels le test de durabilité, c'est-à-dire donc le test positif et négatif dont a parlé Corinne, va être appliqué. Et la deuxième conséquence de cela, c'est qu'il va y avoir également une obligation pour les investisseurs à divulguer la part des actifs dits alignés, c'est-à-dire des actifs qui sont considérés comme durables. Et par ailleurs, il y a aussi d'autres obligations qui sont de préciser, donc sur la deuxième partie, c'est plus la partie, on va dire, négative de la définition des obligations de la taxonomie, qui est de déclarer les impacts extérieurs sur les investissements. Donc, on appelle les impacts outside in, c'est-à-dire, par exemple, je ne sais pas moi, les impacts, on va dire, liés au changement climatique. Et puis, les impacts, à l'inverse, de l'actif sur l'extérieur, c'est-à-dire inside out. Et donc, c'est tout ce qui est pollution et empreintes, divers et variés. Donc, voilà pour le cadre général du point de vue de l'investissement et l'immobilier. Donc, je pense qu'il y a, du point de vue des investisseurs, il y a encore beaucoup d'interrogations par rapport à la façon dont tout ça va être mis en œuvre et dont ça va être évalué. Comme l'a signalé Corinne, l'économie circulaire fait partie des objectifs de développement durable, donc des 6 objectifs de développement durable qui sont sur lesquels vont être réalisés les tests de durabilité. Donc là, la question, c'est comment cette économie circulaire peut-elle se décliner sur l'immobilier, sur un actif immobilier. Donc le principe général, c'est le même, hein, je dirais la philosophie, c'est avoir un modèle de production et de consommation qui est basé sur la durabilité, c'est-à-dire l'allongement de la durée de vie des produits, donc en l'occurrence des actifs immobiliers, et puis également tout ce qui est, donc le deuxième axe, c'est éviter la production de déchets via le recyclage et le réemploi. Donc aujourd'hui, en attendant le cadre d'action, un cadre d'action plus défini dans le cadre des actes délégués, donc la façon dont RQR analyse la capacité d'un immeuble à répondre aux exigences d'économie circulaire, bon, elle est effectivement articulée autour de ces deux obligations, de ces deux aspects, la durabilité et puis d'autre part le recyclage et le réemploi. Et sur donc les aspects durabilité, on va évaluer essentiellement 4 critères, donc l'évolutivité, la divisibilité, la maintenabilité et la convertibilité. Donc ce qu'on appelle nous l'évolutivité aujourd'hui, c'est la capacité d'un immeuble, par exemple d'un immeuble de bureau, à présenter des espaces qui peuvent évoluer en fonction des besoins des utilisateurs sans forcément nécessiter de travaux. Donc ça, c'est déterminé par la structure interne des plateaux, par les hauteurs libres, etc. Après, il y a le deuxième élément qui est la divisibilité. La divisibilité, c'est la capacité, par exemple, de passer d'un immeuble qui est monolocataire aujourd'hui à un immeuble qui est multilocataire.
Donc également, ça implique des aspects structurels. Il faut que, dans la mesure du possible, les ascenseurs soient plutôt situés au centre des plateaux, et qu'il y ait des compteurs divisionnaires à chacun des niveaux, à chacun des plateaux, ou au moins au niveau d'un certain nombre de plateaux, pour permettre justement d'avoir des locataires multiples. La maintenabilité, je passe rapidement, c'est la capacité simplement à maintenir l'immeuble. Donc, la capacité d'un immeuble, la facilité d'un immeuble à être maintenu, c'est également un gage de longévité, de durabilité. Et le dernier point, c'est la convertibilité, c'est-à-dire là, on passe, convertir signifie en termes immobiliers, passer d'un usage à un autre, d'une destination à une autre. Et donc là, c'est par exemple passer d'un immeuble de bureau, un immeuble de bureau qui aurait la capacité, par exemple, d'être reconverti en hôtel ou, par exemple, en appartement. Côté recyclage et réemploi, donc lorsqu'on évalue un actif immobilier, on va regarder cette fois 3 critères principaux. Le premier, c'est la capacité de l'immeuble à permettre le tri et la collecte séparative. Le deuxième, c'est la capacité de l'immeuble à être déconstruit pour permettre le réemploi. Et le troisième point, c'est le pourcentage de matériaux recyclables. Donc, on ne va pas nécessairement, quand on évalue un immeuble, surtout quand il est construit, donc il est là, on ne va pas pénaliser l'évaluation d'un immeuble parce qu'il ne contient pas de matériaux réemployés. Par contre, on va pénaliser un immeuble parce qu'il contient un faible pourcentage de matériaux réutilisables ou de parties réemployables. Donc voilà bon, très rapidement, hein, l'économie circulaire appliquée les critères retenus à l'heure actuelle par nous et je dirais de manière plus générale par le marché en général, puisque toutes les critères d'évaluation que je vous ai cités finalement ont été établis en consultation avec les professionnels de l'immobilier en France et également à l'étranger au niveau pan-européen. Donc ça, ces critères, on va les faire évoluer dès qu'on a de plus amples informations sur les actes délégués et sur les critères qui seront retenus par l'Europe. Dernier point que je voulais aborder par rapport à l'économie circulaire, c'est les aspects financement. Donc l'économie circulaire, dans certains cas, peut impliquer la réalisation de travaux. Et ce qu'on constate de manière générale quand il s'agit d'investissements dont l'objectif est d'améliorer la capacité de l'actif à respecter les objectifs de développement durable, c'est que ces investissements-là sont rarement justifiables par les économies qu'ils permettent. Je pense notamment, j'ai pas en tête, j'ai pas d'exemple spécifique à l'économie circulaire, mais je pense notamment à tout ce qui est réduction de la consommation énergétique et des émissions de carbone. On voit que les investissements nécessités par ces réductions sont rarement justifiables d'un point de vue de retour sur investissement par les économies de coûts qu'ils permettent. Donc, de manière générale, très souvent, une approche que je qualifierais approche, comment dirais-je, comptable, c'est-à-dire qui va regarder finalement les choses d'un point de vue très opérationnel et très compte de résultats, sont peu convaincantes. Et donc, les approches qui fonctionnent mieux sont des approches qui passent par la valeur, c'est-à-dire on ne se demande pas quelles sont les économies, on ne se demande pas seulement quelles sont les économies qui vont être permises, mais on se demande dans quelle mesure les investissements donc à des fins d'amélioration des aspects de développement durable vont contribuer à la pérennité de l'actif et à la création de valeur. Et là, ça marche beaucoup mieux. Après, là où il faut faire attention, c'est quand on part dans cette approche-là, c'est d'éviter le biais de la valeur dite verte, c'est-à-dire qui consiste à essayer d'attribuer une valeur directement d'emblée à un aspect précis du développement durable ou un aspect précis de l'immeuble de manière générale.
que ce soit quelle est la valeur, par exemple, de mes aspects énergétiques, quelle est la valeur de l'aspect, quelle est la valeur de l'économie circulaire. C'est pas comme ça que ça fonctionne. La valeur, c'est comment dire, c'est une dimension, oui, une mesure qui est multidimensionnelle et relative. Et à partir du moment où elle est multidimensionnelle et relative, ça veut dire que pour comparer, donc c'est le résultat d'une comparaison, la valeur, on a besoin de contrôler les autres facteurs de la valeur. C'est-à-dire que le processus, c'est pas d'identifier la valeur de l'économie circulaire, mais c'est d'identifier la valeur de l'immeuble, l'impact que des travaux auront sur la valeur de l'immeuble. Et après, dans un deuxième temps, d'attribuer cette augmentation de valeur à l'économie circulaire, aux économies en termes d'énergie ou d'émissions de carbone. Voilà. Et donc, je conclurai juste sur ce point et sur le fait que donc, RQR propose un système de mesure de la valeur durable de marché qui permet justement cette réconciliation des objectifs financiers et de développement durable. Et nous avons entrepris par ailleurs depuis 3 mois maintenant une collaboration étroite avec les grandes maisons d'expertise dont je suis autorisé à citer le nom, donc les grandes maisons d'expertise mondiales, pour justement permettre au niveau des experts immobiliers, donc les gens qui s'occupent de valorisation des immeubles, une meilleure prise en compte de ces aspects de développement durable. Voilà, je pose là et je rends la parole à Corinne. Merci Olivier, c'était très intéressant. Merci pour ces précisions et puis cette vision un peu évolutive des choses. Daniel, tu as la parole. Merci Corinne et bonjour à tous. J'ai une présentation, donc je vais afficher mon écran et je vous demanderai de me dire si vous voyez mon écran. On la voit, il n'y a pas de problème. On voit ton écran. Bon, très bien. Bon, donc merci tout d'abord de m'avoir invité aujourd'hui à parler de la KIC Climat. Bon, et merci aussi de ces présentations intéressantes. J'ai participé un peu à l'élaboration de la taxonomie sur la partie agricole. Et donc, on suit à la KIC Climat l'évolution et la mise en place de tous les outils et des groupes de travail en cours d'ailleurs aussi sur la taxonomie. Donc, je m'appelle Daniel Zimmer et je travaille donc dans cette organisation que je vais vous présenter rapidement depuis une dizaine d'années. Je suis en charge d'une activité qu'on peut appeler gestion durable des territoires à la KIC Climat et je vais vous expliquer un petit peu ce qu'on fait. En insistant un peu sur l'économie circulaire, évidemment, puisque c'est l'objectif de cette réunion, de ce webinaire. Tout d'abord, donc, vous allez voir, une partie de mes planches sont en anglais. Je suis désolé, j'ai pas eu le temps de tout traduire en français, donc excusez-moi à l'avance. Et s'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat s'il y a des choses qui sont pas claires. Voilà. Ensuite, donc, la KIC Climat. Donc, KIC signifie Knowledge and Innovation Community. Donc, c'est une communauté d'innovation et de la connaissance. C'est une organisation, un programme, un partenariat européen qui a été institué il y a maintenant plus de 10 ans, en 2010. Avec comme objectif de travailler sur l'innovation au service donc de la lutte contre le changement, de la lutte et de l'adaptation aux risques liés au changement climatique. Il y a plusieurs KIC. Vous voyez dans notre logo, on a aussi l'EIT qui apparaît. L'EIT qui est un institut européen d'innovation et de la technologie, une sorte de MIT européen. En tout cas, c'était l'idée de départ.
Et donc, cette EIT a généré un certain nombre de KIC, il y en a 8 aujourd'hui, qui travaillent dans des domaines où l'innovation, et particulièrement l'innovation au service d'enjeux sociétaux, est importante. Donc, il y a une KIC qui travaille sur le vieillissement, il y a une KIC qui travaille sur la nourriture, une KIC qui travaille sur les matériaux, etc. Il y en a aussi sur les nouvelles technologies avec des objectifs plutôt sociétaux. C'est pas inventer des nouveaux téléphones, mais d'utilité des outils pour l'évolution, pour aider les transformations des sociétés. Voilà, donc à la KIC Climat, notre alors il faut que je trouve comment passer les slides. À la KIC Climat, nous, notre objectif, il est assez simple, c'est d'essayer de trouver une ou des solutions aux problèmes auxquels on fait face aujourd'hui, qui est que on a un objectif à 2050 en termes de maintien du niveau de gaz à effet de serre dans l'atmosphère et de température associée. Et aujourd'hui, on est loin de pouvoir être certain d'y arriver. On voit sur cette courbe, je ne sais pas si vous voyez ma souris aussi. Donc, on est aujourd'hui sur des tendances à la diminution relativement marginale, malgré donc des investissements de 25 à 30 milliards d'euros par an en Europe. Et malgré tout, on a réussi depuis 1990 à réduire nos émissions en Europe de 22%. Alors qu'il faudrait que d'ici 2030, pratiquement, on arrive à diminuer nos émissions depuis 1990 de 50%. Donc, il y a un important hiatus, ou en tout cas une différence importante, et l'innovation doit ou peut jouer un rôle. Enfin, c'est peut-être une question à débattre. Toujours est-il que quand la KIC Climat a été créée en 2010, donc depuis, voilà en fait le nombre de partenaires. Vous voyez, on a près de 400 partenaires en Europe. Donc, on est d'abord cet énorme partenariat avec des organisations de tout type. On a des entreprises, on a des établissements type universitaires ou de recherche. On a aussi des ONG, des villes, des consortiums qui sont issus aussi de projets, pas mal de start-up, parce que la KIC a été construite avec 3 objectifs. Développer des projets multipartenaires, donc d'où la raison de cet important partenariat, et financer ces projets. Donc pendant 10 ans, on a eu des financements conséquents de l'Europe pour financer des projets multipartenaires. Ensuite, le deuxième pilier, c'est l'éducation, la formation. Donc on travaille avec des universités, des écoles, surtout d'enseignement supérieur, pour développer la connaissance relative au changement climatique et à l'innovation, et essayer de générer des initiatives, des startups à partir de ces activités-là. Et donc, on a un troisième pilier qui est le soutien et l'accélération de startups. Et on a, je crois, le plus gros accélérateur lié au climat au monde. On a soutenu 1500 startups depuis 2010 à travers l'Europe et aujourd'hui de plus en plus dans le monde entier. Donc voilà ces trois piliers originaux de la KIC. Depuis 10 ans, bon, on a créé pas mal de choses et 595 produits, services dans les différentes startups et les différents projets. Je disais 1500, vous voyez, c'est 1800 startups, des investissements aussi dans les différentes startups, des emplois créés
et puis 54 000 participants dans nos activités de formation. Ceci dit, donc, ce qu'on a appris au cours de ces 10 dernières années, c'est que l'innovation relativement classique, souvent un peu technologique, ben, ça ne suffit pas. On voit qu'on n'arrive pas assez vite à changer les modes de production, les modes de consommation. Et donc, il faut aller plus en profondeur pour essayer de transformer nos sociétés, nos économies. Il faut connecter des innovations, il faut essayer de travailler sur avec plusieurs leviers de transformation, la politique, la finance, les comportements, pour ne citer que. Et donc, il nous faut un nouveau modèle d'innovation qui soit capable de catalyser des changements systémiques. Et donc, ça, c'est aujourd'hui, depuis 2-3 ans, ce sur quoi donc, on s'est focalisé. Comment faire pour passer d'un modèle de transformation incrémentale avec des projets, des petites solutions, enfin des solutions sans doute intéressantes, mais passer à vraiment une approche de transformation en profondeur des modèles financiers, des systèmes dans lesquels on fonctionne, en utilisant en même temps différents leviers pour ces transformations. Alors, vous voyez que assez vite, on peut arriver vers l'économie circulaire parce qu'on doit effectivement essayer de repenser complètement cette manière de faire. Et donc, on a créé ce qu'on appelle en anglais des deep demonstrations, mais qui sont en gros des innovations pour la transformation systémique, donc au service de l'Europe et du climat, même si de plus en plus on travaille avec ce modèle-là à l'étranger et dans le monde entier. Donc on a développé d'abord une méthodologie qui consiste à travailler avec des acteurs locaux, tout d'abord sur leur vision des transformations, ensuite sur une analyse systémique des difficultés de la transformation, où sont les points de blocage, où sont les acteurs aussi qui maintiennent finalement le système dans son état de fonctionnement et quels sont ceux qui sont prêts à faire avancer les choses. Et à partir de ces 2 premières étapes, intent et frame sur cette diapositive, on passe à une notion de portefeuille d'innovation, donc une série d'actions qui ont comme objectif de se focaliser sur les points de blocage dans les différents systèmes pour créer donc une série d'expérimentations qui vont mettre en place un ensemble coordonné de transformation. Ensuite, bien sûr, il y a une dernière partie intelligence, donc qui consiste à essayer d'analyser la manière dont les systèmes répondent. En fait, cette approche-là est fortement liée à la complexité de la transformation des systèmes et au fait que quand on agit sur des systèmes, on ne sait jamais comment les systèmes vont finir par réagir. Et donc, il y a besoin de créer une intelligence et de comprendre la manière dont des systèmes complexes réagissent. Et puis ensuite, ce qui n'est peut-être pas assez représenté, mais là où on est aujourd'hui, c'est comment on fait pour transformer également les modèles financiers, avoir des modèles financiers qui sont capables de travailler sur ces approches transformatives et à les accompagner. Donc, on a développé de ces innovations systémiques dans 8 domaines principaux, donc les villes, des transformations justes, donc en particulier avec des régions européennes où il y a beaucoup de problèmes d'industrie lourde qui ont du charbon, la résilience en particulier avec dans le cas de ports, dans le cas de régions, des approches sur les économies circulaires et régénératives, la finance et comment on réintègre du long terme dans la finance, et puis donc les
les territoires et la manière dont on peut transformer des territoires et enfin, j'oubliais la nourriture. Je ne vais pas évidemment vous présenter tout ça, mais vous voyez qu'on a un certain nombre d'expérimentations en cours dans pas mal de régions du monde avec de nombreux acteurs, bien sûr. Les villes, alors un des thèmes principaux aujourd'hui et des acteurs les plus avancés dans ce domaine-là sont les villes. On travaille avec un gros programme européen. Maintenant, on va avoir 6 villes dans très peu de temps qui vont s'engager dans des approches justement intégrées de transformation de leur modèle de fonctionnement en travaillant à la fois sur la mobilité, le bâtiment, la nourriture, les interactions avec leur environnement rural et puis bien sûr l'énergie. Donc ça c'est une des thématiques. Voilà, au début, cette planche date d'il y a 1 an. On avait ces 15 villes qui étaient un peu les pionnières. Et puis, avec la Commission européenne, en ce moment, on est en train de passer de ces 15 villes à 100 villes européennes qui toutes vont utiliser cette approche pour aller vers une sorte de neutralité carbone, en tout cas une réduction forte de leur empreinte carbone. Ensuite, alors on voulait parler d'économie circulaire. Donc en fait, notre plus gros programme économie circulaire, c'est avec la Slovénie, qui est un pays européen qui a décidé de devenir le pionnier d'une transformation vers l'économie circulaire. Donc on travaille depuis 2-3 ans avec le gouvernement de Slovénie sur l'ensemble d'une espèce de transformation de la société et de l'économie autour de cette notion d'économie circulaire. Donc, en fait, au début, on est parti avec la Slovénie et aujourd'hui, le gouvernement de Bulgarie a aussi envie de rejoindre cette thématique. On travaille avec plusieurs partenaires. Là, il y en a 4, mais il y a sans doute d'autres partenaires qui progressivement se joignent en tant que co-développeurs de l'ensemble des approches qu'on met en place. Alors, en quoi ça consiste? On a travaillé avec sur 5 types de chaînes de valeur et avec 11 ministères en Slovénie pour l'instant, avec cette matrice ici qui montre on va travailler sur les écoles comme moyen aussi comment dire, de faire rentrer dans la pratique et dans les têtes des jeunes ces notions d'économie circulaire, des activités autour de l'apprentissage et de la formation, la création de synergies aussi entre différents acteurs. Ensuite, des activités plus liées à l'action, donc développer des processus innovants avec différents types de technologies autour de l'économie circulaire, essayer d'analyser les performances progressivement, et puis un outil de soutien aux PME de Slovénie autour de l'économie circulaire. Ensuite, un dernier volet autour des politiques, et en particulier donc un laboratoire sur les politiques de transition, et une autre activité sur les appels d'offres, les marchés publics liés à l'économie circulaire. Le tout va être encadré par un centre sur la transition circulaire qui va être organisé à l'échelle donc du pays. Et donc on travaille sur 5 chaînes de valeur, j'y reviendrai. On travaille donc sur ce centre qui va servir de hub national mais progressivement international, une sorte de living lab
autour de l'ensemble des activités en Slovénie. On travaille également, j'en parlais tout à l'heure, sur la transformation des approches financières, parce que aujourd'hui, le monde financier est extrêmement focalisé sur des approches assez étroites. Bon, c'est sûr que le monde financier est un monde où on ne veut pas prendre de risques. Et donc, dès qu'on sort des sentiers battus, ça devient souvent assez difficile d'avoir des approches pour financer un portefeuille qui a vocation à transformer une société ou une économie. Donc là, on a un outil, enfin une initiative qui s'appelle Transformation Capital, sur lequel on travaille des financiers. Et puis ensuite, il y a bien sûr tout un travail d'organisation autour des acteurs de différentes chaînes de valeur. Et là, donc, on a la forêt, tout d'abord, qui doit servir à séquestrer davantage de carbone tout en gérant les forêts et en essayant d'avoir du stockage de carbone dans des produits de construction, par exemple. Donc, dans le matériau de construction, donc l'éco-conception, par exemple, dans les bâtiments, capture de carbone aussi, donc je le disais, à travers le bois de construction. Sur la mobilité, donc essayer de revoir pour passer d'économie plutôt de la propriété à une économie de fonctionnalité, et puis d'autres solutions innovantes. Ensuite, la manufacture de différents produits en essayant là d'utiliser les approches classiques de la conception jusqu'à la réutilisation, recyclage, et en essayant de compléter ça par la substitution de produits basés sur du carbone fossile par des produits qui sont issus, par exemple, de la bioéconomie. Et bien sûr, la réduction aussi de matériaux, comment dire en français, des matières premières. Enfin, une dernière chaîne de valeur autour de la nourriture, là aussi avec un objectif de réduire les pertes, d'essayer d'avoir une production avec un moindre rapport de carbone, moindre utilisation de carbone fossile. Donc voilà à peu près j'en ai bientôt fini. Donc, on a ciblé un certain nombre d'objectifs extrêmement concrets. Je vous laisse les regarder, mais bon, on a donc une sorte de tableau de bord qui va être mis en place pour essayer de vérifier qu'on va bien vers l'ensemble de ces objectifs et l'ensemble des impacts qui sont mentionnés sur cette planche. Voilà, juste encore, je voudrais vous dire qu'on travaille aussi sur les ports avec cette vision économie circulaire. C'est un petit peu à chaque fois des approches assez globales. Là, c'est les ports et puis les villes dans lesquelles les ports sont installés, sur lesquelles on travaille, en particulier là en ce moment avec le port de Valence, le port du Pirée à Athènes et le port de Chypre, qui sont tous les trois donc impliqués dans ces activités. Et alors, je voudrais revenir sur autre chose. Dans le cadre de notre travail en particulier sur les territoires, on se rend compte que l'économie circulaire elle-même doit être mise en perspective dans une transformation plus générale. Et ces transformations plus générales, elles suivent une logique qu'on observe en ce moment. On est parti par une réduction des émissions liées à l'énergie, toutes les émissions liées au transport, à la production d'électricité, à l'utilisation d'énergie dans les bâtiments, etc., dans les différents secteurs de l'économie. Et puis après l'accord de Paris, on est passé de réduire les émissions à renforcer les puits de carbone. De plus en plus, on voit, on veut créer de la compensation, on veut séquestrer du carbone dans les sols, dans les forêts, on veut réduire les émissions des tourbières, etc. Et donc,
une réduction, une volonté de renforcement donc des émissions négatives, si je puis dire, de l'absorption de carbone également et du stockage de carbone dans les écosystèmes naturels, principalement terrestres ici sur cette diapositive. Mais de plus en plus, on va vers ce pilier qui est un petit peu la connexion entre les deux, qui est autour des matériaux et les émissions qui sont incorporées dans la production des produits. On sait très bien qu'on nous vante l'utilisation de voitures électriques, mais bon, pour fabriquer une voiture électrique, il faut beaucoup d'énergie aussi, et donc il faut aussi progressivement passer d'une réflexion sur les émissions opérationnelles liées à l'utilisation de produits aux émissions qui sont incorporées liées à la production du matériau. Alors cette planche ici se focalise plutôt sur les aspects territoriaux et donc de carbone organique. Il faudrait également la compléter par ce qui se passe dans d'autres domaines, mais ce qu'on voit, c'est que la connexion entre les deux se fait de plus en plus par une combinaison entre bioéconomie, donc avoir des produits qui sont extraits donc d'une économie extractive qui vient des écosystèmes terrestres ou des agro-écosystèmes. On produit de la biomasse qui vont ensuite fournir un certain nombre de produits qui eux-mêmes doivent être intégrés dans une économie circulaire. Mais pour que cette économie circulaire marche bien, il faut aussi avoir une économie régénérative. Et donc, ce qu'on croit vraiment, c'est que ce pilier central qui relie bioéconomie, économie circulaire et économie régénérative est vraiment un des cœurs même d'une approche élargie pratiquement de l'énergie circulaire et donc à une sorte de vision de la manière dont on peut transformer les systèmes en jouant sur les différents éléments qu'on voit ici pour arriver donc à la neutralité carbone. Voilà ce que je voulais vous dire. Daniel. Après, j'avais prévu de vous parler un petit peu, mais je vois que Corinne l'a fait, donc des aspects européens. Donc, il me reste à vous remercier pour votre attention. Merci beaucoup, c'était très intéressant et très concret. Il nous reste une dizaine de minutes. Est-ce que nous avons des questions, Margot? Alors oui, nous avons une question. Quelles sont les sanctions applicables aux immeubles qui n'utiliseraient pas de matériaux recyclés ou qui ne respecteraient pas les principes de l'économie circulaire? C'est pour Olivier, ça, peut-être, comme question. Oui. Alors pour l'instant, oui, pour moi, mais je pense que c'est une question qui s'applique de manière plus générale à toutes les, à toutes les activités qui ne respecteraient pas la taxonomie. Pour l'instant, les sanctions, à ma connaissance, sont basées essentiellement sur le name and shame, c'est-à-dire l'obligation de divulguer et dans la mesure où on constate que vous avez par exemple dans vos actifs immobiliers une proportion relativement faible d'actifs alignés sur les objectifs de la taxonomie, vous allez être considéré comme ayant des actifs à risque pour le futur. Et donc ça va être, je pense, plus difficile pour vous de lever des fonds, etc. Voilà, c'est là que se situe la sanction, je pense. C'est image et capacité, enfin image, réputation et capacité à accéder au capital. Oui, je crois que je suis tout à fait d'accord avec cette réponse. Pour l'instant, on est dans un système qui est incitatif, mais qui va devenir quand même de moins en moins incitatif, parce que à la fois que ce soit dans la présentation des bilans et des critères extra-financiers, ou que ce soit dans la recherche de financement, ça ne marchera pas si effectivement on ne rentre pas dans les critères de la taxonomie, on n'aura pas de fonds. Donc, sur le papier, on a le droit de faire, mais dans la vraie vie, ça va être très difficile. Daniel, tu veux ajouter quelque chose? Non, ce n'est pas un domaine où j'ai beaucoup d'une plus-value très importante par rapport à Olivier. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Margot? Alors, on en a une dernière. Quelles sont les expérimentations en cours pour la transformation des villes sur le territoire français? Ah, c'est Daniel, ça. Oui, alors
là, il y a une ville donc aujourd'hui avec laquelle on travaille plus particulièrement, c'est la ville d'Orléans. Donc c'est une ville qui participe à notre programme de ville allant vers la neutralité carbone. Donc on a en particulier par exemple travaillé avec la ville d'Orléans, avec également des startups et puis Engie, qui était partie prenante aussi, sur un travail, par exemple, sur toute la biomasse et la biomasse disponible autour de la ville d'Orléans, toutes les sources, y compris en utilisant une approche économie circulaire, c'est-à-dire que tous les déchets, toutes les bouts de stations d'épuration, ils ont construit un outil de visualisation et permettant de créer une sorte de marketplace pour la biomasse utilisable, mais c'est juste un des éléments. Et moi, je peux pas intervenir sur cette partie-là, mais la ville d'Orléans, donc plus généralement, est dans ce programme où on essaie de travailler en même temps sur la coordination de toutes les actions à mettre en œuvre pour aller vers la neutralité carbone. La ville de La Rochelle aussi, en France, je pense, est très, très en avance. Il y a un plan un plan d'action vers la neutralité carbone qui est très intéressant aussi. Après, il y a beaucoup de villes ont elles-mêmes, la ville de Paris, par exemple, a aussi un plan pour aller vers la neutralité carbone qui est aussi relativement bien documenté. Très bien. Il n'y a plus d'autres questions? Non, plus de questions. Très bien. Mais écoutez, il me reste à vous remercier, messieurs. Je pense que c'était extrêmement intéressant et concret en plus. Donc, ça, c'est très, très bien. Donc, un grand merci. Tout ça est bien entendu consultable en replay sur notre chaîne YouTube. Et je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour notre nouveau numéro qui sera consacré, Margot, à la pollution et nuisances. Pollution et nuisances. Et très bon appétit, belle journée. Au revoir. Merci. Merci, belle journée à tous. Au revoir. Au revoir.